Bonjour à tous. Je suis la dernière conférence avant votre verre. Je vais essayer d'être rapide. L'AMF a renforcé les critères de cybersécurité récemment pour les prestataires d'actifs numériques. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que l'irréversibilité du Web3 introduit en fait de nouveaux risques contre lesquels il faut se prémunir si on veut construire une industrie qui soit pérenne pour les décennies à venir. Le premier risque, évidemment, vous le connaissez tous, c'est l'irréversibilité du risque de perdre ses actifs. Et contre ça, la plupart d'entre vous vont choisir des fournisseurs de services technologiques qui vont leur permettre de construire une solution sur une infrastructure de sécurité. Quand on choisit ces solutions, le diable est dans les détails et il faut se poser les bonnes questions. Il faut évidemment se poser la question de l'équipe qui est derrière. Quels sont les pourcentages d'ingénieurs dans les équipes? Est-ce qu'il y a des PhD en cryptographie? Parce que construire des solutions de sécurité sur une technologie sous-jacente qui évolue si vite, c'est impératif d'avoir dans ces équipes des scientifiques capables de répondre à ces challenges. Quels sont les process? Est-ce que ma solution est SOC 2 Type 2? Est-ce qu'elle est ISO 27001? Par qui est-elle auditée? Est-ce qu'elle est auditée par des auditeurs Tier 1, un des Big Four, ou par des Tier 4 auditeurs? Pourquoi c'est important? Parce que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de passer dans l'audit de ces certifications SOC 2 Type 2 et ISO, quand vous recevez un contrôle d'un des Big Four, d'un des auditeurs des Big Four, ce sont des contrôles qui sont complètement aléatoires, que vous ne choisissez pas, et ce n'est pas à vous d'aller vérifier qu'un de ces contrôles a bien été fait en choisissant vous-même la date du contrôle, le moment et la capture d'écran que vous voulez. Quand vous êtes audité par un des Big Four, ils choisissent. Ils vous demandent plusieurs preuves, plusieurs contrôles. Ça permet d'assurer, évidemment, que les équipes et du coup la solution que vous allez utiliser a en place une discipline qui est forte. Et c'est important parce que généralement, la vulnérabilité, elle vient des équipes en interne, bien plus souvent que des hacks en externe. Donc ce sont des éléments importants. Le dernier point, c'est évidemment de regarder la technologie sous-jacente. Est-ce que vous allez choisir du HSM? Quel type de HSM? Est-ce que c'est du multisig? Est-ce que c'est du MPC? Si c'est du MPC, est-ce que c'est vraiment du MPC ou du Shamir Secret Sharing? Est-ce qu'il y a un point unique de défaillance? Quel type de papier? Sur quel type de papier ma solution est-elle construite? Est-ce que c'est un papier scientifique qui date de 2018, de 2021? Quel code a été utilisé pour implémenter ma solution? On sait bien que coder en Rust, ça permet d'avoir des processus de sécurité beaucoup plus forts et parfois de la performance plus rapide. Il faut se poser toutes ces questions parce que c'est toutes ces questions qui vont créer cette layer de résilience sur laquelle vous allez construire vos cases d'usage, sur laquelle vous allez construire votre activité. Parce qu'en fait, une solution de sécurisation d'actifs numériques, c'est jamais qu'un buffer qui va vous permettre à vous l'erreur humaine. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, il convient évidemment de choisir la solution qui convient à votre entreprise. Si vous commencez une activité ou si vous êtes Head of Innovation de Société Générale, évidemment, le setup ne sera pas le même et la solution que vous allez choisir doit être appropriée aux équipes que vous avez en interne. N'importe quel chef de la sécurité vous dira avoir une solution sécuritaire en interne qui soit si forte et si contraignante que personne ne l'implémente, c'est introduire une vulnérabilité dans votre organisation. Pourquoi? Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en sécurité, vous baissez votre vigilance et les solutions ne sont pas implémentées. Nous, chez Defense, on a tendance à penser qu'on ne va pas aller à la blockchain mass adoption en partageant des key shares sur tous les téléphones de tous les utilisateurs. On n'a pas tendance à penser non plus que quand vous créez votre entreprise, qui est un cas d'usage, par exemple, sur du loyalty programme, vous avez en interne des équipes de cybersécurité qui sont capables de faire la conservation même d'un seul morceau, d'un seul key share, d'un seul morceau de clé. Alors nous, on a créé une solution qui permet d'avoir un réseau qui soit fully managed, excusez-moi pour mon anglicisme, mais un réseau qui vous permette à vous de ne pas avoir un seul morceau de clé, mais il est possible aussi d'avoir ce réseau on-prem. Le déploiement des morceaux de clé, de la sécurisation de ces morceaux de clé est très important et il doit être adapté aux équipes que vous avez en interne, mais aussi à l'évolution de vos équipes.
On a de plus en plus de clients qui reviennent vers nous en nous disant « Ah ben on avait des DevOps qui gardaient nos HSM, mais on n'est plus capable aujourd'hui de retenir ces talents et du coup, notre système est à risque. » Évidemment, si des mauvais comportements s'accumulent, le risque irréversible aussi, c'est de créer une industrie qui soit comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Je vais partager une petite donnée. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle à nos prospects chez Defense, il y a à peu près 15% des personnes à qui on parle qui finalement décident de construire leurs solutions eux-mêmes. Parfois, ils le font pour des raisons d'optimisation financière. Parfois, c'est pour cacher en interne une solution qui n'est pas forcément conforme. Parfois, c'est parce qu'ils ont les compétences ou ils pensent qu'ils ont les compétences pour développer ce système en interne. Quand vous êtes un acteur qui, quoi qu'il arrive, a vocation à être un conservateur qualifié, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'à un instant T, il y aura un auditeur, il y aura un régulateur qui vérifiera votre setup et qui garantira pour vos clients que les choses ont été faites conformément. Il y aura des contrôles. Mais trop souvent, on voit des solutions consumer qui développent des solutions de conservation de clés dites self-custodial ou non-custodial, sans que ces solutions ne soient jamais auditées, sans qu'on ait la preuve d'où sont ces clés, par qui elles sont gérées. Et ça, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement parce que si en interne les choses sont mal faites, c'est des millions de consommateurs qui, pensant qu'ils étaient en contrôle de leurs clés, pourront perdre les fonds. Et c'est surtout un problème de réputation encore sur notre industrie et quelques mois qui mettront un frein à la croissance de notre industrie. Donc pour ça, en fait, une des solutions, c'est évidemment d'augmenter le contrôle, d'augmenter l'éducation. Je pense fondamentalement que le Web3 va demander à des générations d'être de plus en plus éduquées sur ces risques cybersécuritaires. Ça va commencer très tôt. Mais pour pouvoir construire des contrôles, pour pouvoir avoir des auditeurs qui soient capables de venir auditer les systèmes de sécurisation de wallets, il faut standardiser. Il faut accélérer la standardisation non seulement de la technologie, mais des process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où le HSM bénéficie d'une standardisation qui existe depuis à peu près les années 90, les nouvelles technologies cryptographiques comme le MPC ont encore beaucoup à apporter sur ces sujets de standardisation. Je suis board member de la MPC Alliance et on a commencé avec Blockdaemon, avec Fireblocks, à travailler sur des travaux de référence, des papiers qui permettent non seulement aux utilisateurs et aux entreprises de pouvoir comprendre un peu mieux ce que les MPC et ce qu'il faut comme composant quand vous regardez une solution qui a du MPC, mais aussi des papiers qui vont permettre aux régulateurs demain d'aller en partenariat avec l'ANSSI, par exemple, créer des standards qui vont faciliter ces grilles de lecture. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est comme ça qu'on pourra contrôler les infrastructures des prestataires d'actifs numériques, de services d'actifs numériques de demain. Enfin, et je vais aller assez rapidement là-dessus parce que je crois que mon temps est déjà terminé, mais il y a aussi l'irréversibilité de perdre le contrôle sur ces actifs. On dit souvent que quand il y a une innovation, aux États-Unis, les États-Unis vont créer un business, l'Europe va créer une régulation. Cette situation a l'air très familière si vous voyez où on en est. Et quand on regarde le constat de RGPD, l'Union européenne a été évidemment une des premières régulations et a été copiée, en tout cas largement aux États-Unis. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, 65% de notre donnée est contrôlée par des sociétés américaines. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la régulation d'actifs numériques, c'est évidemment important. Mais un actif numérique, c'est avant tout une clé privée. Une clé privée, c'est une donnée. C'est un morceau de donnée qui va être conservé quelque part. Et en fait, c'est important où cette donnée est conservée. Nous, chez Defense, il y a quelques semaines, on a mis des morceaux de clés dans des satellites et on a fait la première transaction jamais réalisée de Bitcoin dans l'espace. Ça peut paraître trivial, mais l'idée, c'était de montrer, c'est que notre équipe scientifique a montré que notre réseau était si modulaire qu'il pouvait accompagner nos clients dans toutes les contraintes géographiques dont ils avaient besoin. Vous voulez avoir vos clés dans des enclaves sécuritaires, vous devez avoir vos clés dans des enclaves sécuritaires. Vous êtes suisse et vous devez être dans des data centers qui sont localisés en Suisse.
Ce sont des situations qui sont extrêmement importantes parce que sinon, vous allez perdre le pouvoir sur vos actifs digitaux. Donc voilà, en conclusion, je reviens juste sur ce sujet de l'irréversibilité. C'est important qu'aujourd'hui, en tant qu'innovateur, régulateur, entrepreneur, on commence en regardant dans les détails la façon dont on fait les choses et qu'on fasse les choses bien aujourd'hui, parce que les risques associés avec la blockchain sont des risques qui pourraient avoir des dommages évidemment irréversibles. Merci et bonne soirée.